Et donc on se retrouve pour la suite du chapitre 2 de transcodage dans le cadre du module compression et transcodage d'images et de vidéos. Euh, Dans la première partie du deuxième chapitre, on s'était penché sur la description des caractéristiques des signaux audio et vidéo sur lesquels on va pouvoir venir influer lors d'un transcodage. Et on avait enchaîné sur la description de la qualité, de la contrainte de qualité qui va venir guider la paramétrisation de notre transcodage. Et on avait pris en exemple comment faisait Netflix pour adapter la résolution spatiale d'un codage de manière à optimiser la qualité en fonction du débit disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette optimisation-là, Netflix doit la faire pour chaque codec qu'ils utilisent. Et du coup, voilà, ça prend du temps, et surtout, on va le voir dans cette deuxième vidéo, il y a beaucoup de codecs possibles. Donc, ouais, faut bien avoir ça en tête quand on est une entreprise de streaming vidéo. Alors, on va commencer donc, par voir un peu tous les codecs qui existent, à la fois en audio et vidéo, qui sont utiles à du transcodage actuellement. Alors, on va pas être exhaustif, bien sûr. Et on va enchaîner par les conteneurs qui vont permettre d'encapsuler les fichiers audio et vidéo qui sont encodés. Alors, voici une timeline non exhaustive du coup des codecs vidéo et audio qu'il existe, qui sont utilisés assez largement aujourd'hui. Alors, plus pour les plus anciens, mais pour les plus récents, en tout cas, ils sont utilisés très largement. Alors, sur la partie haute, vous allez avoir les codecs propriétaires, qui du coup vont être payants à l'utilisation. Alors, c'est soit le fournisseur de contenu qui va payer, ou soit le fabricant de téléphone ou de télé qui va intégrer un chipset de décodage du codec standardisé, qui va devoir payer ces royalties. Et donc, si vous regardez bien, tous ces codecs-là, en fait, ont été faits par MPEG, qui est une organisation qui regroupe beaucoup d'entreprises du monde de la vidéo. Donc, pour les entreprises françaises, on va avoir Orange, et pour les entreprises rennaises plutôt, on va avoir Orange, Harmonic, Technicolor, Ericsson, qui est Mediacom maintenant, etc., qui vont vouloir placer leur brevet dans ces normes-là, de manière à générer de l'argent et un retour sur investissement. Et dans la partie basse de l'image, vous allez avoir tout ce qui est codec libre de droit, qui ont été en général faits par des entreprises qui voyaient leur intérêt là-dedans. Et donc ce sont des codecs qui sont vraiment gratuits à l'utilisation. Alors, commençons par les codecs vidéo. Alors vous voyez que j'en ai grisé quelques-uns qui étaient les codecs audio, donc on va décrire rapidement chacun et quel est leur intérêt dans un contexte de transcodage. Alors si on commence par JPEG, qui était vraiment historiquement le premier standard de compression d'image, il y a une version qui, pour la vidéo, qui consiste simplement à concaténer des images JPEG, indépendamment les unes des autres, pour les mettre dans un seul flux vidéo, de manière à encoder une vidéo. Donc c'est quelque chose qui est plus trop utilisé actuellement, mis à part la version JPEG 2000 Motion JPEG 2000, qui est encore utilisée en cinéma, il me semble. Ensuite, on a eu une amélioration de cette norme-là avec le MPEG 1 par 2, qui est en fait la partie vidéo du standard MPEG 1 qui définit plein d'autres choses, telles que l'audio, les formats de fichiers, comment transmettre un flux MPEG 1, etc. Et donc la partie vidéo, elle ajoute à Motion JPEG le fait de pouvoir faire des prédictions temporelles entre deux images, de manière à réduire le coût en débit pour transmettre une image qui est prédite. Alors pour ça, on distingue trois types d'images différents. Donc il y a les images I, qui vont être des images codées intra, comme pour un codec d'image classique. Ensuite, on aura les p-frames qui vont être codés à partir d'une prédiction, à partir d'une image I ou P qui a déjà été codée au préalable. Et enfin, les images B qui vont être prédites de manière bidirectionnelle à partir d'images I ou P qui sont
passées ou futures, mais qui ont déjà été encodées. Donc ça implique qu'on va devoir changer l'ordre des images quand on va les encoder. Et pour pouvoir les remettre dans l'ordre à la fin, on va utiliser des timestamps, donc 2 timestamps, le presentation et le decoding timestamp, qui vont respectivement représenter donc le timing à laquelle il faut afficher l'image et le timing à laquelle il faut décoder l'image. Donc si on prend un stream MPEG-1 classique, où on représente les images du flux en groupe d'images, donc un groupe d'images c'est quoi? C'est juste des images qui sont entre deux images I. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on va d'abord encoder l'image I, puis on va avoir encodé l'image P qui se base sur cette image I, et après on va pouvoir encoder les images B qui se basent à la fois sur la I et sur la P qui viennent d'être encodées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ce qu'on voit, donc, c'est que le PTS, lui, il est totalement ordonné. Et donc la première image a un PTS de 0, la deuxième un PTS de 1, etc. Par contre, le DTS, lui, il va changer en fonction de l'ordre d'encodage. Donc on va avoir le PTS de 0 pour l'image I, le PTS de 1 pour l'image P, et ainsi de suite. Donc on a une latence entre le PTS et le DTS. Voilà, donc ça c'est vraiment une présentation très simple de la prédiction temporelle, c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment on a eu des gains par rapport aux images d'avant. Les images B coûtent du coup beaucoup moins cher puisque la prédiction est efficace. Je reviendrai beaucoup plus en détail là-dessus dans le cadre du cours de compression vidéo. Ensuite, on a eu MPEG 2 par 2, qui est vraiment très similaire au codec vidéo d'MPEG 1, mais qui a ajouté le support de la compression de vidéo entrelacée. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a des différents profils et niveaux de compression qui vont définir donc, les débits maximum, les résolutions maximales, les framerate maximaux pour chaque application visée. Et donc, en termes de transcodage, d'un point de vue transcodage, c'est très intéressant puisque en fonction des contraintes que l'on a, on va pouvoir venir piocher directement dans un profil et un level correspondant, de manière à avoir directement les paramètres d'encodage que l'on souhaite. Donc, il y a plusieurs profils différents. Donc, vous allez retrouver en fait le profil simple qui va être en 4.2.0 avec uniquement des images I et P, donc qui va être limité en termes d'efficacité de compression. Et le plus important, ça va être le main profile et puis le high profile qui vont pouvoir utiliser les images B, et en 4.2.0 bibit. Et au niveau des profils, alors il faut savoir que chaque profil peut être associé à n'importe lequel chaque niveau peut être associé à n'importe lequel des profils. Donc voilà, les niveaux en fait vont venir définir les résolutions, les images, les fréquences images et puis le débit associé. Alors ensuite, MPEG s'est dit bon, on peut encore faire mieux, donc ils ont défini une nouvelle norme sortie en 2003 qui s'appelle H264 AVC, qui fait partie du standard MPEG 4. Donc là j'en ai déjà parlé en début de cours d'AVC, on avait fait l'exemple transcodage là-dessus. Et l'avantage d'AVC, c'est qu'il va produire la même qualité vidéo que MPEG 2, mais avec 2 fois moins de débit. Donc comment il le fait? Donc il utilise différents outils de compression supplémentaires que je ne rentrerai pas, enfin que je ne détaillerai pas ici. On a également différents profils en fonction des applications que l'on vise. Le baseline qui va être plutôt pour de la vidéoconférence ou de l'application mobile. Le main profile qui va être plutôt pour des applications de TV en définition standard, et le high profile pour la télévision HD. De la même manière, on a différents niveaux qui vont autoriser des résolutions allant jusqu'à 8K
et des framerates allant jusqu'à 120 images par seconde. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, on va jusqu'à 8K. Par contre, AVC n'est optimal que jusqu'à la HDTV. Donc sur du 720p, I ou 1080i ou P, à 30 ou 60 images par seconde, et que si on dépasse ces résolutions-là, on va avoir des bitrates qui vont être très élevés. Donc pour pallier à ça, ils ont défini une nouvelle norme encore une fois, qui s'appelle H265 HEVC, et qui a été définie en 2013, et qui, encore une fois, produit la même qualité qu'AVC, mais avec la moitié du bitrate. Voilà, donc c'est ici aussi des nouveaux outils de codage que vous verrez dans la conférence avec Félix Henry. Encore une fois, différents profils qui dépendent des applications, principalement le main profile qui va être pour du broadcasting et du streaming de vidéos SDR 420 Vbit, vous commencez à connaître, c'est vraiment ce que vous avez actuellement sur votre télé. On a différents niveaux qui vont autoriser, encore une fois, jusqu'à 8K, et des framerates qui vont jusqu'à 300 images par seconde. Et cette fois-ci, le standard a été fait pour être vraiment optimal pour les résolutions de 4K, donc UHD, à 60 images par seconde. Donc les gains vont être plus grands sur cette résolution-là, mais il est toujours meilleur que H264 sur les résolutions les plus basses, bien sûr. Contrepartie, il va utiliser plus de ressources de calcul pour décoder. Donc il y a un compromis à trouver quand vous devez choisir tel ou tel codec. Alors en plus de ça, HEVC, dans ses versions plus tardives, a intégré la scalabilité, donc spatiale, de qualité, de précision, etc. Et le support de codage d'images 3D dans des extensions du standard. Alors, le défaut de HEVC, c'est qu'il y a eu des problèmes de brevets, et puis en plus de ça, il y avait plein d'extensions différentes. Donc MPEG a décidé de toujours aller plus loin et de définir un nouveau standard qui s'appelle H266 VVC, pour Versatile Video Coding. Il a été défini vraiment il y a 3-4 mois de ça, en juin. Et il produit la même qualité qu'HEVC avec, à l'heure actuelle, 30 à 50% de débit en moins. Donc encore une fois, des nouveaux outils de codage qui complexifient le processus d'encodage et de décodage, mais avec une meilleure qualité pour un plus bas débit. La particularité de VVC, c'est qu'il est, dès le départ, il a été fait pour pouvoir encoder vraiment une très grande variété de contenus différents, d'où le nom Versatile. Donc il va pouvoir faire des résolutions allant jusqu'à 16K, il va pouvoir faire de la vidéo 360, du multivue, du codage SDR comme du codage HDR, et des formats de sampling de la chroma allant de 444 à 420, avec des précisions de 10 à 16 bits, vraiment dans sa première version standard. Donc c'est l'avantage de VVC, c'est qu'il va pouvoir être très fort pour encoder une multitude de contenus différents. Alors au niveau des profils et des niveaux, c'est encore en train d'être défini par MPEG, donc je ne peux pas vous les montrer actuellement. Alors, maintenant, si on passe sur l'autre partie du spectre des codecs vidéo, on passe sur les codecs royalty free. Du coup, c'est des solutions libres de droit qui ont été développées pour rentrer en compétition avec les standards de MPEG. Le premier, ça a été Theora, en 2004, développé par l'organisation XIF, qui a notamment été créée par des ingénieurs de Mozilla. Ensuite, on a eu VP8, qui a été développé par On2 Technologies, mais qui a été rendu libre par Google quand ils ont racheté l'entreprise en 2010. Et voilà, il est très similaire à H264, AVC, mais avec des outils en moins, du coup, la performance est un petit peu moindre comparé à ce codec-là, même si, du coup, c'est gratuit d'utiliser. Voilà. Ensuite, on a eu VP9, qui est le successeur, développé par Google cette fois-ci, du coup, et qui performe, encore une fois, un petit peu moins bien, enfin même moins bien quand même cette fois-ci que HEVC.
sur lequel il se base assez largement, mais avec des outils en moins parce qu'il y a des brevets qui sont associés. Et c'est le codec le plus utilisé sur YouTube actuellement, avec H264. Donc si vous regardez une vidéo YouTube, il y a des chances que ce soit du VP9 actuellement. Le dernier codec en date libre, c'est AV1, qui a été développé par l'Alliance for Open Media, donc pas uniquement par Google cette fois-ci, mais ça regroupe aussi tous les GAFA, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et aussi des fournisseurs de contenu tels que Netflix. On a Samsung également. Au niveau des constructeurs, on a Intel, Nvidia, ARM également. Donc c'est vraiment plein d'entreprises qui se sont mises en commun pour développer un standard libre, de manière à ce qu'elles puissent l'utiliser sans payer les royalties que MPEG demande, parce qu'elles jugeaient que ces royalties étaient trop élevées. Et donc ça a été défini en 2018, et la performance c'est un petit peu meilleure qu'HEVC, mais avec une complexité d'encodage et de décodage qui est vraiment beaucoup plus grande. Par contre, c'est moins performant que le standard qui est sorti VVC actuellement. Alors, si on passe sur l'audio maintenant, on a un peu moins de codecs, parce qu'il y en a déjà un peu moins et que je les connais aussi moins bien. Et surtout, ça a moins d'impact sur le transcodage, puisque le débit audio est vraiment très très petit comparé au débit vidéo, donc il y a moins de contraintes là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est de la même manière, il y a des codecs MPEG, il y a un codec que je cite ici qui est libre de droit. Donc du côté des codecs MPEG, vous allez retrouver MPEG-1 qui définit le très connu MP3. Alors en 93, il n'acceptait que du mono et du stéréo. Et en 97, avec MPEG-2, il y a eu l'ajout du support de jusqu'à 6 canaux audio pour faire du 5.1 en MP3. MPEG-2 définit aussi un nouveau standard qui est plus performant, qui s'appelle AAC, qui a jusqu'à 48 canaux audio, avec un sampling rate qui est plus élevé également. Ce standard-là a été amélioré dans MPEG-4, avec HEAAC, que j'avais utilisé, si vous vous rappelez, dans l'exemple du chapitre 1. Et enfin, le dernier en date, c'est MPEG-H, 3D audio, qui est sorti en 2015, que j'avais aussi utilisé dans l'exemple, et qui a la particularité d'ajouter le support de format HOA, qui est une représentation 3D orientée objet des sources audio, de manière à avoir vraiment une spatialisation du son qui est très bonne. Et enfin, voilà, pour finir, on a les codecs royalty free audio, c'est Vorbis, qui a été développé par XIF, encore une fois, et qui supporte vraiment beaucoup de nombre de canaux différents, avec des fréquences d'échantillonnage assez grandes également. Et c'est notamment utilisé par Spotify. Si vous écoutez, c'est du Vorbis. Encore une fois, pour éviter de payer des royalties, bien sûr. Maintenant, on a vu les codecs, on va passer aux conteneurs qui vont servir à encapsuler les fichiers encodés. Donc on a un premier qui va s'appeler AVI, que vous connaissez forcément, développé par Microsoft, et qui peut contenir un seul flux vidéo, mais jusqu'à 99 flux audio. Donc pourquoi un seul flux vidéo et plusieurs audios? C'est pour gérer typiquement plusieurs langues pour un film. Donc voilà, vous avez un seul flux vidéo, et vous allez avoir jusqu'à 99 langues différentes dans le fichier. Donc il a la particularité de supporter vraiment beaucoup de codecs différents. Donc tous ceux que j'ai présentés là sont supportés par AVI. Ensuite, je vais parler du transport stream qui a été développé dans la norme MPEG-2 et qui est utilisé dans tout ce qui est broadcast télé. Donc voilà, si vous avez sur la télé, c'est ce qui arrive, c'est du TS principalement. Et il peut contenir vraiment n'importe quel nombre de flux vidéo et audio. Et sa particularité, c'est qu'il va il va hacher chaque flux en paquets de 188 octets, et il va les entrelacer pour pouvoir les transmettre tous en même temps. Enfin,
le paquet du premier stream en premier, le premier paquet du deuxième stream en deuxième, et ainsi de suite. De manière à réduire la latence et commencer le décodage de chaque stream le plus tôt possible. Alors là, le MPEG de TS, il supporte principalement les codecs qui sont utilisés en broadcasting, donc à savoir ceux de MPEG, voilà, que ce soit en vidéo ou en audio. Ensuite, on a le container MP4, que vous connaissez forcément, qui a été standardisé dans MPEG 4, et qui peut contenir plusieurs vidéos, plusieurs streams audio dans un seul fichier. Et la sélection du stream, audio comme vidéo, se fait en fonction de plusieurs critères. Ça peut être la bande passante, ça peut être la langue qui évolue, donc ça c'est très utile pour tout ce qui est streaming par exemple. Ou même streaming ou TV aussi, maintenant qu'on peut choisir la langue notamment. Il supporte principalement les standards MPEG, mais aussi les standards libres de Google. Parce que voilà, ça peut être utilisé dans tous les sites de streaming. Ensuite, je vous parlais du conteneur 3GP, qui a été développé par 3GPP en 2007. Alors c'est quoi 3GPP? C'est l'équivalent de MPEG, mais pour les standards de mobile. Donc c'est eux, par exemple, qui ont fait la 3G, la 4G, la 5G, et qui font du coup les formats vidéo qui sont associés. Et les formats audio aussi, d'ailleurs. C'est une version simplifiée du conteneur MP4, et qui peut contenir, comme le MP4, plusieurs vidéos et plusieurs streams audio. Et il supporte principalement les standards MPEG, en vidéo et en audio, mais également tous les standards de 3GPP en termes de compression audio des conversations téléphoniques. Ouais, donc c'est tous ceux qui sont notés dans le tableau. Bon, maintenant on va passer sur les conteneurs qui sont libres de droit. Donc on a Matroska, qui est le conteneur MKV défini par l'organisation Matroska, qui est spécifiquement adapté aux très hautes résolutions, aux hautes résolutions, et qui peut contenir un nombre illimité de flux vidéo ou audio. Donc il va supporter quasiment tous les codecs que j'ai présentés dans ce cours. Ensuite, on a le container WebM, qui est spécifique à Google pour tous ces flux VP8, VP9, AV1, côté audio, et Vorbis, côté audio. Qui peut aussi avoir un nombre illimité de streams. Voilà, donc c'est utilisé par YouTube notamment. Et enfin, on a le conteneur OGG, qui est développé par Xif, qui est principalement utilisé par Mozilla, pour tout ce qui est HTML5 pour la vidéo et l'audio. Donc ça supporte les codecs de Xif, Theora et Vorbis. Voilà pour ce que je voulais dire sur les codecs et les conteneurs existants. Donc c'est tous les conteneurs qui sont possibles d'utiliser, qu'il est possible d'utiliser quand vous faites un transcodage. Et ça va nous servir pour la suite, puisqu'on va voir dans les vidéos suivantes l'adaptive streaming, qui va du coup nous montrer comment on va transmettre nos flux jusqu'à chez vous de manière efficace. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve dans la vidéo suivante.